Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 8, loi de probabilité à densité, qui est l'avant-dernier chapitre de l'année, qui, vous allez voir, est une bonne continuité du chapitre précédent sur les intégrales. Alors intégrale, c'est étonnant de parler de ça à propos de probabilité, mais vous verrez que les calculs de probabilité qu'on fera dans ce chapitre se feront à l'aide d'intégrales. Alors, si, vous savez, j'ai l'habitude de démarrer en vous montrant un peu la finalité du chapitre, plutôt que partir tout de suite dans les définitions et des détails un peu techniques. Alors, l'idée générale, c'est d'imaginer quelle pourrait être la probabilité, une probabilité qu'on ne saurait pas calculer par des méthodes classiques, du type nombre d'issues favorable sur nombre d'issues total dans l'univers. C'est une fraction classique, je lance un dé, j'ai une chance sur 6 de tomber sur chacun des côtés. Je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on cherche la probabilité d'être né tel jour, à telle heure, à telle minute. J'ai regardé un petit peu sur internet, on estime à peu près à 3 à 4 personnes qui naissent par seconde dans le monde, ce qui nous donne entre donc 180 et 240 personnes à la minute par seconde. Donc si je devais faire mon calcul, je ferais 240 personnes sur à peu près 6 milliards d'individus, on aurait quelque chose de très très proche de zéro. Et puis on aurait ça pour n'importe quel moment, à n'importe quel moment, puisque c'est quelque chose quand même qui est assez régulier. Donc pas grand intérêt. Maintenant, si je m'intéresse à le nombre de personnes qui ont 50 ans ou nées en 1970 par exemple, je ferais un petit peu la même chose, mais il faudrait que je somme. Si j'avais une info sur le nombre de personnes chaque minute, il faudrait que je somme pour l'ensemble de l'année 1970 toutes les personnes qui seraient nées à telle minute, à telle minute, à telle minute, la première minute, la deuxième minute, etc. de l'année. C'est possible, mais c'est un petit peu compliqué. Ce que je vous propose, c'est de partir sur une activité un peu du même genre, alors pas tout à fait sur le moment exact de naissance, mais pas très loin. Donc, alors pareil, je me suis renseigné, il semblerait que le doyen de l'humanité ait 113 ans cette année. On peut imaginer qu'on a représenté ci-dessous la courbe d'une fonction f qui associe l'âge en minutes en fonction de l'effectif. Voilà, je vous ai mis un petit exemple. On a, alors c'est fictif, mais je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité. On a sur Terre 150 personnes qui ont 50 ans, 3 mois, 2 heures et 10 minutes. Ok, à ce moment-ci. Et donc on voit la courbe qui est assez logiquement, on démarre de quelque chose d'assez élevé, et puis voilà, quand on se rapproche de la valeur maximum 113 ans, évidemment, il n'y a plus grand monde. Alors, maintenant, si je cherche à calculer la probabilité d'avoir 50 ans, 3 mois, 2 heures, 10 minutes. Bon, on se retrouve à peu près à ce que j'ai dit tout à l'heure, 150 divisé par 6 milliards, c'est-à-dire quelque chose de proche de zéro. Ok, c'est un résultat, est-ce que c'est intéressant? Pas forcément. Là, on peut peut-être aller un petit peu plus loin et se dire, tiens, quelle est la probabilité que mon âge soit inférieur ou égal à A? Je rappelle, 50 ans, 3 mois, 2 heures et 10 minutes. Alors, si je devais effectuer ce calcul-là, je vous l'ai dit, il faudrait, pour chaque minute, avoir l'information de l'effectif correspondant, okay, et sommer tout. Alors, si on réfléchit juste en dessous de 50 ans, si je fais le calcul 50 fois 365 jours fois 24 heures fois 60 minutes, on est proche de 26 millions. 26 millions de valeurs auxquelles il faut que je repère l'effectif, ça me fait un sacré calcul. Donc évidemment, c'est pas pratique. On peut peut-être faire autrement. Je viens de vous dire, il faudrait que je rajoute les effectifs de toutes les personnes nées qui ont entre 0 et 50 ans. On peut imaginer que je trace des barres d'effectifs, et puis ça va vous faire penser certainement à ce qu'on a travaillé sur les intégrales. Finalement, si je reprends le graphique, si je m'intéresse à l'ensemble des barres qui se situent entre 0 et 50 ans, je me retrouve avec une aire. L'aire située sous la courbe, entre l'axe des ordonnées, et puis la droite x égale 50 ans, 3 mois, 2 heures et 10 minutes. Et donc pour calculer une aire, on peut utiliser une intégrale. Alors ceci n'est possible, attention, que si ma courbe est, je vous le rappelle, positive, continue également, et positive. Alors quel calcul je peux faire pour calculer cette probabilité? Je peux faire un calcul d'air, mais même un quotient d'air. On imagine que la totalité
de l'air, c'est l'ensemble de la population, les 6 milliards de personnes, d'accord? Ça serait aussi l'intégrale de 0 à 113 de l'expression de la fonction ici. Si je m'intéresse uniquement à aux personnes qui ont moins de 50 ans, 3 mois, 2 heures et 10 minutes, c'est l'air qui est entre l'axe des ordonnées la droite x égale 50, 3 mois, 2 heures et 10 minutes, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 50, quelque chose de la fonction. Et donc si je veux calculer la probabilité de tomber sur cette valeur-là, ça va être tout simple, on va faire un rapport d'air, le rapport entre l'air assuré et l'air bleu, c'est-à-dire un calcul d'une intégrale, l'intégrale de 0 à a de f de x dx, divisé par l'intégrale de 0 à 113 de f de x dx. Et voilà, c'est l'essentiel de notre chapitre. Alors bien sûr, c'est un peu surprenant, la plupart du temps quand vous parlez de probabilité, on est sur ce qu'on appelle un univers dénombrable, je peux compter exactement le nombre de valeurs qu'il y a dans mon univers. Ici, la plupart du temps, quand on aura un exercice sur des lois de probabilité à densité, on aura un univers qui sera avec un nombre infini de valeurs à l'intérieur. On parlera d'ailleurs d'un univers qui est continu, contrairement à un univers dit discret, où je peux repérer chacune des valeurs. Si je donne un deuxième exemple, toujours la même idée, imaginons que je cherche à être entre la probabilité d'être entre 20 ans et 30 ans, par exemple, je cherche la probabilité que x soit entre 20 et 30, c'est-à-dire c égale 20 et d serait égal à 30. Et dans ce cas-là, si je reprends mon petit dessin, imaginons que c est ici, d est ici, c'est pas tout à fait exact au niveau de valeur, on est plutôt là entre 20 et peut-être 60. La même chose, j'ai mon air total en bleu, j'ai mon air qui m'intéresse assuré, et je vais faire le quotient de l'intégrale de CAD de df de x dx sur l'intégrale de 0 à 113 de f de x dx, etc. etc. Et voilà, vous avez l'essentiel du chapitre qui est indiqué ici. Alors maintenant, si je veux pouvoir utiliser ces propriétés, il faut que je sois dans des conditions particulières. Première condition, c'est ce qu'est cette valeur x. Quand je dis x peut avoir des valeurs infinies, donc il faut que je revienne sur ce que c'est que la valeur x. Donc là, on démarre proprement dit les définitions. On va reparler un petit peu de choses qui auraient été vues soit déjà un petit peu avant dans l'année, soit en première, notamment sur les probabilités. On va commencer par parler de ce qu'on appelle la variable aléatoire. Alors, variable aléatoire, je vous remets la définition. Ce qu'on appelle une variable aléatoire, c'est ce qu'on associe à chaque issue d'un univers, mais ce qu'on associe en tant que nombre réel. C'est-à-dire que quand vous faites une expérience aléatoire, vous n'avez pas forcément un nombre comme issue. Si je lance une pièce de monnaie, je peux tomber sur pile ou sur face, le résultat c'est pile, le résultat c'est face, c'est pas un nombre. Okay, créer une variable aléatoire par rapport à une expérience aléatoire, c'est transformer les issues en nombres réels. Je vous ai mis un exemple, je crois que j'avais pris peut-être le même exemple l'année dernière, quand j'avais parlé de variable aléatoire. Imaginons une expérience aléatoire consistant à lancer 3 fois de suite une pièce de monnaie équilibrée et à noter dans leur ordre d'apparition les côtés obtenus. Si je décris mon univers, pour l'instant je n'ai pas de valeur numérique, je n'ai pas de nombre réel. Je peux obtenir 3 fois pile, 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 face, pile, etc. Au total 8 issues possibles. Donc je n'ai pas de variable aléatoire, oméga ce sont des issues qui ne sont pas des nombres. Je peux créer une variable aléatoire. Si par exemple pour chaque pile obtenue on gagne 2 euros et pour chaque face on perd 3 euros, à ce moment-là on crée une variable aléatoire qui associerait à chaque issue de l'univers oméga le gain total. Je vous ai mis un petit schéma. On retrouve à gauche nos 8 issues de oméga, pile, 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 face, pile, etc. Et j'associe, on remarque que d'ailleurs le nombre de valeurs prises par x n'est pas forcément le même que le nombre d'issues. Et on retrouve les valeurs pour x possibles de 6 euros, 1 euro, moins 4 euros, moins 9 euros. Vous vérifierez, mais si je prends par exemple l'exemple de moins 4 euros, pile face face, je gagne 2, je perds 2 fois 3, 2 moins 2 fois 3, 2 moins 6 égale moins 4. Donc voilà ce que c'est qu'une variable aléatoire. Vous me direz, on a juste transposé le problème. On avait un problème sur une probabilité sur des issues qui n'étaient pas des nombres, des probabilités sur des issues, gagner 6 euros par exemple est une issue possible concernant la variable aléatoire x. Oui, mais sauf que quand on a des nombres, on peut faire autre chose. Et si vous vous souvenez de l'année dernière, on peut s'intéresser à ce qu'on appelle l'espérance. L'espérance, sous-entendu la moyenne possible, ou la valeur moyenne possible pour x,
Donc je vous ai remis la définition, hein. L'espérance d'une variable aléatoire x est la moyenne des valeurs de x pondérées par leur probabilité d'obtention. Généralement on fait un petit tableau, hein, où dans ce petit tableau on met l'ensemble des valeurs, je les ai appelées petit k, enfin E1, E2, etc., En, et la probabilité correspondante P de x égale k, et l'espérance c'est tout simplement la somme des EIPI, hein, je multiplie à chaque fois chaque valeur possible de x fois la probabilité correspondante. Et on obtient une valeur moyenne. Je vous ai remis tout de suite un exemple, hein, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si on essaye de calculer l'espérance, je commence par faire mon tableau, ce qu'on appelle la loi de probabilité, hein, l'ensemble des issues associées aux probabilités correspondantes. On se retrouve avec un tableau avec 4 colonnes. Obtenir moins 9 euros, une chance sur 8, moins 4 euros, 3 chances sur 8, 1 euro, 3 chances sur 8, 6 euros, une chance sur 8. L'espérance, je fais le calcul, hein, moins 9 fois 1 huitième, plus moins 4 fois 3 huitièmes, plus 1 fois 3 huitièmes, plus 6 fois 1 huitième, j'obtiens moins 12 huitièmes, moins 1,5, interprétation. Dans cette expérience, le gain moyen est de moins 1,5 euros. Hein, vous savez, on avait parlé beaucoup l'année dernière, si moi je veux créer ce jeu-là, et je veux savoir à peu près le gain moyen, enfin plutôt le gain sur ma journée, il suffit de savoir combien de personnes ont participé à ce jeu, le gain moyen, je multiplie le nombre de personnes par le gain moyen, j'aurai ma recette. Ok, bon là on est côté joueur pour quelqu'un qui perd, mais si vous êtes côté organisateur, chaque joueur fait gagner 1,50 € à l'organisateur. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une variable aléatoire. Vous avez vu que je l'avais appelé grand X, on retrouve la notation que j'ai utilisée tout à l'heure dans mon petit graphique avec ma courbe. Alors, ça c'est le cas classique, on sait faire, a priori depuis la première, on en refait un petit peu cette année je crois, un exercice ou deux. Maintenant, ce qui va différer un petit peu, c'est la nature de la variable aléatoire. Et donc cette fois-ci, on parlera d'une variable aléatoire continue, qui à x associe à chaque issue de l'univers oméga un nombre réel, pour l'instant ça reste exactement la même définition, d'un intervalle grand I. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une infinité de valeurs, parce que je rappelle qu'un intervalle, c'est compris entre deux bornes A et B, hein, l'intervalle 0 et 113, comme je montre dans l'exemple en dessous, c'est une infinité de valeurs entre 0 et 113. Alors, mon exemple n'est pas tout à fait correct, c'est une approximation, puisque on peut compter, évidemment, le nombre de personnes quand je les associe à leur âge à la minute près. On aurait un nombre 26 millions pour 50 ans, donc peut-être de l'ordre de 120 millions de valeurs, peut-être. Okay, 120 millions de valeurs, et puis avec un effectif correspondant. Bon, c'est ce que je mets dans ma remarque, hein, en estimant à 60 millions le nombre de minutes dans 113 ans, on peut considérer qu'il y a 60 millions de valeurs de x possibles qui remplissent l'intervalle de manière continue. Donc on se retrouve dans la situation de tout à l'heure où mes issues sont infinies. Elles sont infinies. Alors, je ne peux donc pas calculer de la même manière mes probabilités sur un univers où j'ai une infinité de valeurs. Voilà l'idée générale. Alors, on va rentrer un petit peu dans le côté technique. Le côté technique, c'est cette utilisation d'intégrales. Alors pour cela, on va définir dans un premier temps ce qu'on appelle une fonction densité. Acceptez-le, fonction densité, fonction à densité. On parlera souvent de probabilité de densité, la fonction. Alors, une définition qu'il va falloir connaître. Une fonction est dite fonction densité ou à densité sur un intervalle grand I. Il faut absolument fixer un intervalle, AB. Là tout à l'heure, mon intervalle c'était 0, 113. Lorsque on a deux conditions principales qui doivent être respectées. La première, f est définie, continue et positive sur l'intervalle AB. Définie, continue et positive, ça nous parle, puisque c'était la condition pour que l'aire sous une courbe soit égale à l'intégrale. Derrière, deuxième condition, et c'est celle-là qui va nous intéresser pour simplifier les calculs, c'est que l'intégrale soit exactement égale à 1. Donc pour pouvoir travailler avec des fonctions de densité, il faut évidemment la condition définie continue positive, mais surtout la condition que l'intégrale soit égale à 1. On verra, alors ce sera plutôt en fin de chapitre, qu'on n'est pas forcément obligé de se placer sur un intervalle avec des bornes réelles, hein, du type 0, 113, si je reprends l'exemple, mais je peux très bien me placer entre 0 et plus l'infini, voire entre moins l'infini et plus l'infini. Je vous ai mis deux petits exemples. Imaginons la fonction f qui a x associé f de x égale 2x.
sur l'intervalle 0, 1. Est-ce que cette fonction est une fonction à densité? Deux choses à vérifier. La première condition, elle se vérifie de façon évidente, c'est une expression affine. Une expression affine est définie, continue, et vous pouvez vérifier assez facilement qu'elle est positive sur 0, 1. Deuxième condition, est-ce que l'intégrale est égale à 1 entre 0 et 1? Bah oui, intégrale de 0 à 1 de f de x dx égale intégrale de 0 à 1 de 2x dx égale x carré. Enfin, x carré, alors cette notation, je l'avais réutilisée dans la définition. Hein. Quand vous utilisez les crochets, je rappelle, on met à l'intérieur une primitive. Donc une primitive de 2x, c'est x carré. Donc primitive de x carré entre 0 et 1. Alors je n'ai pas mis le détail du calcul, ça fait donc 1 au carré moins 0 au carré, ça fait 1. La condition est vérifiée. Deuxième exemple, une fonction g qui a x associe g de x égale x cube sur 4, l'intervalle entre 0 et 2. G est défini continu positif sur 0,2. Si je calcule l'intégrale, intégrale de 0 à 2 de g de x dx égale intégrale de 0 à 2 de x cube sur 4 dx. X cube sur 4, c'est donc x cube sur 4 sur 4, oui, pardon. Donc ça fait bien primitive de x cube sur 3, ça fait x4 sur 16. Ok, x4 sur 16 entre 0 et 2, on obtient bien 2 puissance 4 sur 16 moins 0 puissance 4 sur 16, c'est-à-dire 16 sur 16 moins 0 sur 16 égale 1. Vous ferez les calculs si besoin. Donc c'est bon. Voilà deux exemples de fonctions dites à densité. Dans les exercices, la plupart du temps, elles vous seront données, voire on vous dira, on vous demandera pas de faire le calcul, mais dans les petits exercices d'application, oui, mais généralement au bac, on vous donne la fonction et on vous dit qu'elle est à densité. C'est plutôt la suite qui nous intéresse. La suite qui nous intéresse, c'est l'essentiel de notre première partie de chapitre. D'ailleurs, c'est assez bien présenté dans votre livre, je ne me suis pas embêté. J'ai carrément repris la définition de votre livre. Alors, j'espère qu'elle passera mieux maintenant que j'ai donné ces explications avant. Mais donc, je reprends les informations de départ. X est une variable aléatoire continue, je rappelle, une infinité de valeurs possibles, à valeur dans un intervalle. Et f est une fonction continue positive sur i, telle que l'intégrale entre a et b de f de t dt égale 1, si i égale à b. Donc on retrouve finalement les deux choses dont je viens de parler avant, la variable aléatoire continue et la fonction de densité. Et puis la définition, c'est dire que P est la loi de probabilité de densité, on est en plein dans le titre du chapitre de densité f de x, signifie que pour tout intervalle de j inclus dans i, P de x à plein g est égal à l'aire du domaine, voilà, de l'ensemble des points situés entre 0 et f de x. Alors concrètement, vous le voyez sur le dessin, si je cherche la probabilité d'être entre c et d, ça va être tout simplement l'aire sous la courbe entre les droites x égale c et x égale d. Si je reviens un petit peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure, désolé, c'est mon petit diaporama me fait revenir en arrière. Alors, voilà, regardez un petit peu ce qu'on avait trouvé. On avait vu que c'était certes l'intégrale de c à d de f de x dx, c'est-à-dire l'aire ici, sauf qu'on le divisait par la totalité. Or, ici, quand je reviens sur ma définition, il n'y a pas cette division par la totalité. En fait, si, elle existe, cette division, là-bas. La probabilité, ça, divisé par la totalité, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx, sauf que l'intégrale de a à b de f de x dx, bon là ils ont mis un t, de f de t dt, c'est égal à 1. Donc en fait, quand je vais calculer l'aire ici, j'aurais calculé directement la probabilité, puisque divisé par 1, ou ne rien faire, c'est pareil. D'accord? Voilà, on est essentiellement dans la formule du chapitre. Après, on verra différentes fonctions avec des applications différentes, des applications différentes, mais globalement, le chapitre, c'est ça. C'est pour calculer une probabilité, j'aurai besoin d'une courbe, d'une fonction, de la courbe d'une fonction, et je vais calculer l'aire sous la courbe entre deux droites verticales. Ok. Quelques propriétés, pareil, j'ai pris celle du livre. Alors, on retrouve notre exemple de tout à l'heure. Souvenez-vous, P de x égale à, on avait trouvé environ égal à 0. Ben ici, il y a même une démonstration au vu de la définition. Intéressant. Intéressant, remarquable plutôt. Dans une probabilité à densité de fonction, la probabilité d'être égale à une valeur est nulle. C'est quand même assez rare. Et d'ailleurs, d'être égale à n'importe quelle valeur dans l'intervalle. La démonstration est faite ici. Bah oui, si je cherche la probabilité d'être égale à C, si je reprends ma définition, c'est la probabilité d'être entre C et C, verticalement. Entre C et C. Comme c'est sa forme un rectangle qui a une largeur nulle, si on parle d'air,
bah, l'intégrale de CAC de f de t dt est égale à 0. Donc ça c'est pour la démonstration. Conséquence directe, c'est que pour une fois on ne vous embêtera pas avec les symboles d'inégalité. Que ce soit inégalité large inférieure ou égale ou strictement inférieure, finalement, dans nos calculs, au final, ça donnera exactement la même chose, puisque ce qui change, c'est uniquement la frontière. Et comme la frontière P de x égale C égale 0, que je mette inférieur ou égal ou strictement inférieur comme ici, ça ne changera pas le résultat. Donc voilà, ces 4 propositions sont égales. C'est assez rare pour le faire, pour le remarquer. Voilà, on vous embêtera moins si vous vous trompez parce que vous n'avez pas fait attention sur le symbole d'inégalité en oubliant un égal en dessous, on vous en tiendra pas rigueur en tout cas dans le résultat, puisque c'est égal. Troisième propriété, c'est la propriété fondamentale. On en a déjà parlé. Hein, c'est bizarrement, elle apparaissait pas dans votre définition juste avant qui était prise dans votre livre, mais voilà, si j'avais dû le faire à la main, je l'aurais mis directement moi dedans. Hein, c'est que finalement la probabilité d'être entre C et D, d'accord, c'est l'intégrale de C et D de f dt dt. Hein, le diviser par 1, on ne l'écrit pas. Ok. Bon. Retenez, hein, c'est cette propriété-là qu'on va utiliser principalement dans ce chapitre. Bon, dernière propriété, en fait, ça parle de l'événement contraire. Ici, alors c'est particulier, on est entre A et plus l'infini. Hein, c'est le cas où je vous disais où on peut s'intéresser à une fonction qui est définie, pas sur un intervalle avec des bornes fixes, mais avec une des bornes qui serait l'infini. Là, si je devais calculer l'intégrale, enfin l'air qui est ici, pour être supérieur strictement à C, ou supérieur à égal, hein, on se souvient que c'est pareil, il faudrait que je calcule l'intégrale de C à plus l'infini de f de t dt. Okay. Or, intégrale de C, ça va, mais plus l'infini, je fais quoi? Je remplace plus l'infini quand j'ai ma primitive? Je ne sais pas faire. Ah, on peut fonctionner avec, finalement, l'événement contraire, alors il pourrait appeler complémentaire. Bah oui, quel serait le contraire d'être strictement supérieur à C, puisqu'on est entre A et plus l'infini, c'est d'être entre A et C. Et donc, finalement, l'air ici serait égal à l'air total, qui vaut 1, moins cet air-là. Donc 1 moins l'intégrale de A à C de f de t dt. Ok. Une petite remarque. Toutes les propriétés des probabilités d'événements rencontrés dans le cas discret s'étendent naturellement. C'est-à-dire les probabilités conditionnelles sont aussi valables. Bon, là il vous parle de complémentaire, mais c'est la probabilité du contraire. Et puis, les probabilités conditionnelles existent. Hein. P de J, ça son I' égale P de I' inter J sur P de I'. Vous verrez, il y aura un petit exercice d'application que vous aurez à faire pour... ce sera pour jeudi prochain, tiens, je vous l'annonce, ce sera pour jeudi prochain. Évidemment, comme la vidéo arrive en retard. Allez, un exemple proposé. Soit x une variable aléatoire continue et f une fonction qui a x associée f de x égale 4x³ définie sur 0,1. Premièrement, vérifier qu'il existe une loi de probabilité de densité f de x que l'on nommera p. Petit 2, calculer, 4 calculs de probabilité. Alors pour répondre à la première question, c'est la question de tout à l'heure, il suffit de vérifier que f est une fonction à densité. Elle est définie continue positive sur 0,1, et puis vous faites le calcul d'intégrale, c'est assez rapide, intégrale de 0,1 de 4x³ dx, c'est donc égal à primitive x puissance 4 entre 0 et 1, c'est-à-dire 1 puissance 4 moins 0 puissance 4, c'est-à-dire 1. Pour les calculs, bon donc c'est vérifié. Pour les calculs de probabilité, je vais appliquer cette fameuse formule que je vous ai dit de connaître. Probabilité que x soit entre 0,2 et 0,8, intégrale de 0,2 à 0,8 de 4x³ dx égale primitive x puissance 4 entre 0,2 et 0,8. Donc 0,8 puissance 4 moins 0,2 puissance 4. Alors vous verrez, quand j'ai préparé mon cours, je n'avais pas ma calculatrice sur moi, donc je vous laisserai compléter de vous-même. Hein, prendrez votre calculatrice, le résultat ici. Bon, et puis pour les autres, c'est le même principe. Hein, la probabilité d'être que x soit inférieur ou égal à 5, c'est l'intégrale de 0 à 1, puisque je rappelle que l'intervalle c'est entre 0 et 1. Donc si je dis inférieur ou égal à 0,5, il faut que je sois entre 0,5 et 1, de 4x³ dx, donc 1 puissance 4 moins 0,5 puissance 4 directement. Probabilité d'être supérieur ou égal à 0,6, intégrale de 0,6 à 1 de 4x³ dx, 1 puissance 4 moins 0,6 puissance 4. Et probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,6, j'utilise l'événement contraire, hein, 1 moins la probabilité d'être supérieur ou égal ou strictement supérieur, ça aurait été plus rigoureux, à 0,6. Et voilà. Je termine là-dessus, en tout cas sur cette première partie de cours. Donc les exercices d'application seront que sur cette partie-là. Si vous avez envie de jeter un œil au reste du chapitre, vous pouvez, hein, mais ça sera plutôt l'objet des prochains cours. Les exercices seront mis sur un document accompagnant. Petite précision, donc là, je vous ai fait un cours à l'oral, comme j'aurais peut-être fait en classe.
Je vous propose un support de cours, hein, de toute façon, vous pourrez télécharger sur le cloud ou même j'enverrai par mail, où voilà, on a une structure un petit peu plus classique, grand 1, petit 2, etc., propriété, définition. Donc là-dessus, vous arriverez un peu mieux à vous repérer. Voilà, allez, je vous souhaite bon courage pour ce travail de semaine, bonne semaine. N'hésitez pas, je mettrai un petit pad si vous voulez poser des questions, hein, ça vous ne l'avez pas trop utilisé précédemment. Sinon vous m'envoyez une question par mail, mais c'est toujours bien que tout le monde puisse en profiter sur le cloud, donc n'hésitez pas à y répondre aussi pour vos camarades. Voilà, allez, je vous souhaite bon courage une nouvelle fois, prenez soin de vous, hein, c'est pas une période facile, je sais que les cours à distance c'est pas simple. On entend, hein, des annonces concernant le bac, on verra bien, il semblerait que ce soit un petit peu modifié. En tout cas, l'important c'est que, voilà, déjà, vous vous portiez bien, et puis concernant vos études, Parcoursup ça démarre, hein, ça démarre je crois à partir de... voilà, la fin de Parcoursup c'est ce soir. Donc j'espère que vous avez bien validé tous vos vœux. Allez, prenez soin de vous et de votre famille, au revoir.